Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif Et Jaya Girard. pour la communauté âme d'artiste avec les Noces alchimiques. On est ravis aujourd'hui d'accueillir le premier des 56 couples que nous allons interviewer avec Tal Scheller et Johan Razanamae sur la question des Noces alchimiques. Donc aujourd'hui, voilà, Jaya, après avoir interviewé 22 femmes en fait sur la question des Noces alchimiques, au sein de chacune des femmes. Moi qui suis à la rencontre des couples, aujourd'hui, donc, on va traiter de cette question en recueillant la première expérience donc de Tal et de Johan sur cette question des noces alchimiques au sein du couple. Donc, on a une bonjour à vous, en tout cas, à vous deux. Bonjour. Bonjour, très honorée d'être ici. Oui. Et ça me rappelle des bons souvenirs avec Jaya dans des rencontres avec les femmes de Noces alchimiques. Ouais, c'était une belle interview. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas, d'avoir... Je suis très heureux parce que le sujet du couple est un sujet vraiment passionnant et qui nous émerveille et nous passionne depuis 30 ans. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir en parler et d'échanger sur ce sujet. Tout en sachant qu'on est toujours sur le chemin de l'apprentissage, mais c'est aussi aider des gens. Et on est certain que justement les témoignages et notamment le vôtre va pouvoir aussi donner des ressources à nombre de couples. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur en tout cas de démarrer cette ronde des 56 couples avec vous. Voilà. Donc on a une première question en tout cas à vous poser, c'est comment justement quelle est votre vision, quelle est votre expérientielle en fait au sein du couple, dans ce qu'on nomme justement les noces alchimiques au sein du couple. Comment vous vivez ça? Ce qui vous vient là spontanément, naturellement. Parce que bien évidemment, on est d'accord, c'est un sujet qui est quand même bien vaste aussi. C'est vrai que nous alors on a à cœur justement de mettre le couple à l'honneur dans sa beauté, dans sa créativité et dans des valeurs qui sont les nôtres, à savoir celles du respect, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la fidélité. Et donc on est curieux de pouvoir recueillir votre expérience de cette alliance du masculin et du féminin. Pour commencer, moi, ce que je dirais, c'est que nous avons tous les deux compris que le premier couple, il est à l'intérieur. Parce que nous ne sommes pas hommes ou femmes, nous sommes des androgynes. Nous avons une aile féminine, une aile masculine, un cerveau gauche et un cerveau droit. Et finalement, c'est vrai que plus on résout ce problème intérieur de faire la paix entre l'homme et la femme en soi, plus on va pouvoir communiquer quelque chose en le comprenant. Autrement, on reste bloqué dans des rôles où on se croit différent, alors qu'en fait, on est homme et femme. Oui, et en complément de ce que dit Tal, j'ai découvert pour ma part que c'est pratiquement tous les personnages qui nous composent qui sont hommes et femmes. Ce qui veut dire que des fois, dans la vie de couple, en tant qu'amante ou épouse, ou amant ou époux, on peut être féminin ou masculin. Mais quand il s'agit de l'éducation des enfants, le côté parent, chez l'un ou chez l'autre, peut être plus masculinisé. En tant qu'enseignant, c'est la même chose. Et je trouve que ça fausse la donne de parler seulement de masculin et de féminin lorsqu'il s'agit de vie de couple. Parce que ça ne nous permet pas de voir et de réguler cette énergie dans toutes les parties qui nous composent. Et j'appelle ça les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA, en disant que nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais des êtres composés de multiples facettes. Si je suis enseignante avec Tal en bas et l'enseignant demande une force masculine, et quand je retrouve mon mari dans la chambre, je dois changer de rôle et donc choisir moi-même la force du personnage qui prédominera à ce moment-là. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne révèle pas
Et je le mettrai vraiment au premier plan, même si la question a plusieurs réponses, bien sûr. Oui, ce qu'on a compris dans ce domaine, c'est que dans un couple, il n'y a pas que l'homme et la femme. Nous jouons des tas de rôles. Des fois, il y a le père et l'enfant, ou la mère et l'enfant. Des fois, il y a deux hommes et femmes d'affaires qui discutent des questions d'argent. Des fois, il y a deux frères et sœurs qui sont… Donc, on a en fait, dans un couple, des relations multiples. Et c'est ça le côté passionnant, c'est d'arriver à trouver toujours les bons personnages à mettre en face. Nous, on a compris ça, c'est que si, par exemple, je vous donne une image qui va vous faire rire, si Joanne prépare un joli petit souper avec des chandelles, et puis que moi, j'arrive du bureau énervé, fatigué, je dis, oh là là, je ne vois rien du tout de tout ça, je suis dans l'enfant grognon. Si à ce moment-là, Joanne reste dans son amante, elle va être malheureuse, elle va dire, oh là là, zut, ce n'est pas le bon. Mais si elle se dit, oh là là, je n'ai pas l'amant que j'aimerais, j'ai un petit enfant grognon. Alors, pendant quelques instants, OK, je vais le traiter en maman ou en thérapeute. Je vais lui dire, oh là là, tu as des grosses journées, allez, viens, on lâche tout ça. Je vais donc lui apprendre à libérer cet enfant en libérant sa colère. Et une fois que ce personnage est rasséréné, tout d'un coup, là, l'amant va pouvoir surgir, il va dire, ah, mais il y a des chandelles sur la table. Tu as mis un joli… On va pouvoir changer de rôle. Et nous, c'est ça qui nous passionne dans le couple, c'est de ne pas s'immobiliser dans des rôles en confrontation, mais de pouvoir constamment changer le personnage qu'on amène. Oui. C'est très intéressant, ça permet justement de pouvoir identifier en fait en l'autre à quel niveau est-ce qu'il est, et nous de pouvoir aussi aller chercher qu'est-ce qui pourrait être dans la complémentarité en fait de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Oui. Alors, il y a des éléments de réponse, mais en même temps, on vous laisse aussi vous exprimer. Parce qu'il y a par exemple une phrase souvent qu'on amène dans notre monde, dans le milieu des enseignants, lorsqu'on s'adresse au couple. C'est le conseil de prendre du temps pour soi, en tant que couple, sinon on s'étouffe. Quand on présente ces personnages intérieurs, ça se précise beaucoup mieux. Parce que ce n'est pas seulement prendre du temps pour soi, mais c'est qu'il y a des moments où Tal est un frère de ses frères et sœurs biologiques. Il a besoin de temps pour ce frère et sœur biologique, sans que moi, je l'oblige à m'y inviter en tant que frère et sœur de ses frères et sœurs. Donc, or, des fois, on fait la crise si le mari ou la femme ne nous amène pas à la rencontre de sa famille. Il y a des moments où, quand on a les beaux-parents vivants, il y a des moments où les beaux-parents veulent seulement voir leur fils ou leur fille. Ben, ça devrait être accepté et enregistré comme étant un temps que l'autre prend sans soi-même. Et c'est pareil pour un match de foot, donc, ou un match de ce qu'on veut. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de… ou une sortie entre nanas, quoi. Voilà. Mais oui, mais il faut bien définir, parce que des fois, officiellement, on sort entre nanas, mais en cours de route, il y a que des enseignants chez les nanas et qui donnent des leçons à tour de bras et qui dénoncent les maris comme étant des mauvais maris. En ce moment-là, ce n'est pas le bon rôle. On sort entre nanas, c'est pour parler, pour rire, et pas pour donner de leçons, culpabiliser. Ce n'est pas le moment de… Donc, il y a quand même tout ça qui est à tenir compte, et c'est qui aboutit pour nous, parce qu'on a beaucoup de rôles. Même, par exemple, en tant qu'enseignant ou en tant que complotiste, entre guillemets, Tal, il est dans son club de complotistes qui forcément, qui ne me convient pas forcément, mais que je peux soutenir, non pas parce que je soutiens mon mari, mais parce que je soutiens l'idée et le projet. Donc, et là, ce n'est pas mon mari qui parle, c'est un enseignant, un chercheur de vérité. J'espère que je suis compréhensible. Oui, en fait,
C'est assez clair. Et d'ailleurs, enfin, quand je vous entends tous les deux parler, quand Tal et Johan, là, vous parlez vraiment finalement de cette unification en soi, donc de ce couple intérieur déjà bien épanoui. Et c'est vrai qu'avec les noces alchimiques, c'est vraiment ça aussi dans tous les cas qui s'élance, parce que il y a eu la voix des femmes, la voix des hommes aussi arrive, et après la voix des couples, et qui ramène vraiment justement à cet essentiel, comme vous dites. Et ça, c'est comme tu as dit, Tal, c'est la base, voilà, d'aller justement unifier ce couple en soi pour être autonome et permettre en fait après une respiration et des partages en fait au sein du couple et pas des attentes ou autres. Après j'ai une question, mais vas-y. Du coup, ce que je perçois et ce que je comprends de ce que Tal disait, c'est qu'effectivement, au plus on va avoir communiqué avec son masculin, son féminin et toutes les différentes personnalités, au plus on va avoir, j'ai envie de dire, de palettes pour pouvoir justement répondre à la situation de manière la plus adéquate, qui soit constructive et unifiante en fait. C'est pas tout, parce que nous, ce qu'on a compris, c'est que les conflits viennent toujours du choc de deux personnages. Et par exemple, si je suis dans mon enfant grognon et que Jeanne a sa petite fille pas contente, et ben là, le choc est inévitable. Donc, il faut changer de rôle. Il faut que parce qu'on a tous des personnages immatures. Et le signe des personnages immatures, c'est qu'ils sont égocentriques, ils tiennent compte de personne, ils sont là, gna, 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 et les autres, ils n'en ont rien à faire. Et quand on est dans ce personnage-là, si l'autre va dans le même, c'est le choc. Mais si l'autre, à ce moment-là, peut devenir thérapeute ou parent, eh bien, il va pouvoir s'occuper pendant un moment, il ne faut pas que ce soit trop long non plus, mais pendant un moment, il va pouvoir apporter à l'autre ce qui lui manque. Et ça, c'est le côté merveilleux du couple, c'est quand on est capable de jouer plein de rôles différents. Et ça donne une respiration, pour reprendre ce que disait Joanne, c'est qu'on a des moments où on est ensemble, et c'est bon, mais il faut aussi des moments où chacun va de son côté pour qu'on puisse se rejoindre. C'est la danse de la Kundalini d'ailleurs, c'est qu'on part d'une fusion, ensuite chacun fait des expériences, et puis on se retrouve à un niveau supérieur puisque chacun a acquis des éléments nouveaux. Donc moi je vois ça parce que par exemple quand Joanne part dans sa famille, elle va rire avec ses sœurs, etc. Et ça c'est vraiment son monde à elle. Mais quand elle revient, elle va m'apporter quelque chose. Moi j'ai vécu autre chose et l'échange là se nourrit constamment d'expériences, tantôt ensemble, tantôt chacun de son côté pour se retrouver. Merci Tal. En tout cas, tu as répondu à une question que j'allais poser justement quand par exemple, là tu parlais des deux enfants grognons qui se rencontrent en fait. Donc c'est-à-dire finalement l'espace où à l'intérieur de nous, même quand on est, enfin moi je m'aperçois de ça, même en étant consciente de ce couple intérieur à guérir, à épanouir. Parfois, je peux encore me faire prendre dans des jeux du couple, des reflets aussi qu'on peut s'émaner. Et donc, ça peut créer des tensions, des résistances. Et donc là, ce que tu partageais, j'allais justement vous demander comment vous, quand ça vous arrive, justement, c'est quoi vos outils, vos astuces pour justement permettre cette respiration. Donc, tu as déjà donné une réponse finalement en disant, mais est-ce qu'à chaque fois, quand il y a par exemple, si on prend l'exemple des deux enfants grognons qui sont là, est-ce qu'à chaque fois, il y en a un qui arrive à sortir du rôle du grognon pour faire le thérapeute ou la maman ou le papa pour soutenir l'autre? Ou est-ce que parfois, ça peut arriver aussi que les deux, finalement, c'est les enfants grognons, et puis tous les deux, ils ont envie de rester dans leur grognon, quoi. C'est ça qui est ouais. Oui, alors avant de répondre à ça, moi, je vais amener un élément très important qui permet aussi de régler ce genre de questions. Il est temps de rappeler à l'humanité que, en fait, son mari ou sa femme, avec ses personnages multiples, n'est pas que son mari ou n'est pas que sa femme. Et qu'il existe vraiment chez l'un et l'autre des facettes qui n'ont aucun lien avec nous et qui ne sont pas de notre famille et qui ont tout simplement des missions complémentaires à réaliser pour permettre à notre couple de pouvoir fonctionner. Par exemple, quand Tal est dans son homme d'affaires ou moi dans ma femme d'affaires, il ne faut pas que je vienne comme épouse sans annoncer la couleur. J'ai dit bien sans annoncer la couleur. Et de même,
quand je suis dans ma femme d'affaires, si Tal arrive sans annoncer la couleur, ça peut me déranger. Je ne le reconnais pas. Quand je suis chez mes parents, je suis la fille de mes parents officielle. Je ne suis pas la femme de Tal. C'est vraiment important de séparer les missions avec des véritables rideaux, mais des rideaux souples quand même, parce que rien ne nous empêche de faire des contrats clairs. Je sais que tu es dans ta femme d'affaires et que tu es occupé à non seulement assurer ta vie matérielle sur Terre, et sûrement que tu penses aussi à moi et aux enfants. Mais j'ai ton côté mari qui s'impatiente. Est-ce que tu peux demander à ta femme d'affaires d'abord de se retirer? En ce moment-là, on se sent compris, respecté et non piétiné ou culpabilisé même. Et c'est dans tous les sens. Nous, on travaille énormément sur ça. Surtout qu'on travaille aussi avec notre fils Gwen Clapp, qui est aussi un enseignant en plus d'être un fils et qui est aussi un séducteur en plus d'être fils, qui est aussi un amant en plus d'être fils. Il y a des moments où il ne nous permet pas d'entrer dans sa vie. Et des fois, si on ne sait pas que c'est juste et normal, on peut le prendre mal. Donc, c'est le début des choses, c'est déjà déployer sa conscience pour nous permettre de réaliser tout ça. Même le côté parent, par exemple, il y a des moments où l'un et l'autre est parent en train de s'occuper de l'enfant. Ce n'est pas une raison pour que l'autre, en tant que parent, intervient dans ce que l'on joue en tant que parent. Parce que si on le fait mal, ça peut affecter notre vie de couple. C'est ça. C'est que tous les abus qu'on fait avec les autres personnages dans les jeux influencent nos côtés couple, amant ou amante, époux ou épouse, et ça peut pousser à se venger. Que quand le soir arrive et que l'autre veut un câlin, on a une voix qui dit « Non, je ne suis pas contente comment tu es intervenu dans l'éducation que je faisais avec ma fille ou avec mon fils tout à l'heure. Donc, Nani, tu n'auras pas ta femme ce soir. » etc., etc., etc. Donc, après, il y a des exercices, évidemment, si l'un est grognon, par exemple, si Tal est grognon, si je le regarde comme ça et que je ne focalise mon regard que sur le fait qu'il a un certain âge et donc il ne peut pas être un enfant, eh bien, j'ai tort. Si je regarde, que je focalise que il est juste un enfant grognon et que j'oublie que c'est aussi un enseignant, qu'à l'intérieur de lui se trouve un enseignant avec qui je peux communiquer, qu'à l'intérieur de lui se trouve un frère avec qui je peux communiquer. Donc, ce qui reste, c'est apprendre à accéder aux bons personnages qui nous intéressent plutôt que de partir en live en se soumettant à des personnages qui sont immatures et qui ne sont pas du tout à leur place en totalité. Ouais. Ok. Merci, Joanne. Merci beaucoup. Ouais. Et alors, du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que toutes ces comment dire, tout cet apprentissage justement de cette manière de pouvoir identifier dans quel espace est l'autre, est-ce que ce sont des choses qui se développent davantage avec la conscience, avec la perception, avec le fait avec l'intuition, ou bien est-ce que ce sont des choses qui se contractualisent en fait? Voilà, est-ce que je vais formuler clairement là non, je suis dans mon homme d'affaires, je ne veux pas que tu viennes, ou bien c'est des choses qui se font de manière tacite et qui au fur et à mesure de la relation en fait de couple, on apprend à les identifier et à se dire ah oulala, là je sens qu'il est dans son homme d'affaires, donc je vais pas rentrer dans cet espace-là, mais je vais plutôt être dans l'autre, etc.
C'est le côté passionnant, c'est que le contrat qui nous lie, c'est de développer notre conscience de nous et de l'autre pour pouvoir développer ma conscience de mes besoins personnels et développer ma conscience que l'autre n'a pas forcément les mêmes. Donc, on puisse constamment échanger. Et ça demande une bonne communication. Il y a des points très amusants par rapport à ça, c'est que dans le personnage de l'amant ou de l'époux, je suis le mari de Joanne. Mais dans mon personnage de séducteur, ou Joanne dans sa séductrice, on n'a pas de contrat de ce type. Alors, la preuve de ça qui fait rire tout le monde quand on le raconte, c'est que même quand vous êtes à la mairie en train de signer, vous regardez qu'il y a dans la salle. Et vous avez toujours le regard du séducteur ne se marie jamais. L'homme, il repère les jolies filles qu'il y a dans la salle et la femme, elle dit « Ah, celui-là, pourquoi pas ?» Parce que le séducteur ne se marie pas. Alors, tout le problème, c'est de ne pas mélanger le séducteur et l'amant. Le séducteur, il aime se sentir beau, il aime séduire, mais ça n'a rien à voir avec faire du sexe avec tout le monde. Ça, c'est le réservé aux amants. Et ça, c'est le côté passionnant, c'est de voir que chaque être humain a besoin de développer son séducteur. Une petite fille, elle se sent jolie, elle se sent séduisante, et c'est magnifique. Et c'est d'ailleurs, le séducteur, ça paraît important parce que chez les malades mentaux, quand quelqu'un va mieux, le premier signe, c'est que le séducteur renaît. Cette dame qui dit « Ah, il faut que j'aille chez le coiffeur, est-ce que ma robe me va bien ?» Bref, le séducteur, ça paraît très important, mais souvent dans nos sociétés, on le confond avec l'amant. Et les gens ont une confusion de genre. Donc, c'est important de pouvoir laisser. Moi, par exemple, si Joanne est dans sa séductrice, il faut que je l'admire. Il ne faut pas que je sois jaloux à courir derrière elle si elle parle avec un beau garçon. Et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on peut conscientiser de se soutenir, de développer chacun ses rôles dans le soutien de l'autre et de ne pas laisser nos côtés limités intervenir. Oui, et ça ramène d'ailleurs aux problèmes initiaux qu'on rencontre dans les vies de couple et qui mènent dans des séparations presque à coup sûr. Parce qu'au moment de la rencontre, des fois, on n'est pas dans des contrats clairs. On pense que ce sont les amants qui se rencontrent, alors que des fois, c'est le parent avec un enfant ou l'enseignant avec un élève. C'est forcé que ça casse le couple. Mais on peut apprendre à identifier ces personnages. Nous, dans nos cours, dans la formation, c'est qui répond à la question de moi tout à l'heure. C'est que ce n'est pas des choses qu'on sort comme ça parce qu'on a perdu le mode d'emploi, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça peut arriver justement dans ces moments de rencontre que la petite fille rencontre le père et le père, par exemple, lui offre une robe ou un parfum. Le père, c'est-à-dire le monsieur qui croit qu'il est amant, mais en fait qui attire la fille à partir de l'énergie du père. Hein? On est au clair là. Oui, c'est très clair. Super clair. Donc cet homme qui est dans l'énergie de l'amant s'attend à ce que la femme à qui il a offert le parfum, voire une petite tenue de séduction, va mettre en avant réellement le côté amante. Or, des fois, le côté amante chez la femme peut encore être sauvage ou ne pas être prête à vivre une vie de couple, mais peut jouer encore dans l'enfant ou la séductrice seulement qui se laisse admirer. Et ça donne des fois que quand l'homme, parce que l'exemple part de l'homme, si l'homme veut embrasser la femme, veut immédiatement l'entraîner vers une relation, la femme réagit sans se rendre compte en jugeant ça presque incestueux. Parce que ce qu'elle aimerait d'abord, c'est d'être applaudie, accueillie, qu'on lui demande de tourner et qu'on lui dise des jolies choses, voire qu'on lui mette encore une fleur dans les cheveux, alors que l'autre est déjà… C'est pas les mêmes plans, quoi. Voilà. Et Merci, donc, il y a des contrats qui ne peuvent pas aboutir à la réalisation du couple. Mais l'avantage, c'est que on peut commencer n'importe quel contrat, mais si on conscientise, on change de contrat en cours de route.
Mais oui, c'est ça. Ce qui tue, c'est que ça, on reste complètement omnubilé par le contrat de départ sans en être conscient pour autant. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé parce qu'il y a des moments où je regarde, Tal, des fois, je vois c'est un grand enseignant, puis il y a des moments, c'est un petit garçon. Mais des fois, c'est l'enfant de ses parents qui avait un problème avec sa mère ou avec son père. Des fois, c'est un frère qui a un problème avec ses frères et sœurs. Et moi, c'est pareil. Si j'ai eu une enfance malheureuse, je peux attendre de lui qu'il soit un père, alors même qu'on est en vie de couple. Et si j'ai des problèmes avec mes frères et sœurs biologiques, il y a des moments, en fait, je réplique la relation avec le côté frère chez Tal en vue de résoudre le problème. Et la résolution de tous ces problèmes renforce la vie de couple. C'est passionnant, il y a un côté très thérapeutique. Ouais, complètement. Parce que mais la clé, c'est de pouvoir conscientiser. Moi, par exemple, quand Joanne me disait, parce qu'elle me disait qu'elle avait un problème, par exemple, et moi, j'amenais tout de suite l'enseignant, parce que je suis un enseignant. Alors, elle me disait, elle disait, oui, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire. Elle était furieuse, elle me disait, non, je ne veux pas un enseignant, je veux un frère. Mais moi, je disais, mais qu'est-ce que c'est qu'un frère? Je ne savais pas jouer ce rôle. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, on va changer de rôle et tu vas me montrer ce que tu attends d'un frère. Alors, moi, je jouais son rôle et là, peu à peu, elle m'a éduqué à développer la capacité d'être un frère que je n'avais pas parce que je n'avais pas connu ça dans mon enfance. Et ça, c'est le côté génial d'un couple, c'est qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Il y a un exemple qui me fait toujours rire, c'est l'exemple des lions. Tu sais comment ça marche chez les lions? En partie. Jaya est lion, c'est pour ça. Ah oui. Non, mais le côté passionnant, c'est que le lion, il arrive vers la lionne et il a l'intention de passer à l'acte. Mais la lionne, elle lui fiche un coup de patte, le lion recule d'un mètre, il tire un peu la langue et la lionne lui fait signe, elle fait par exemple comme ça pour lui faire signe, mordis-moi la nuque. Alors le lion, il vient, il s'exécute, il mordit la nuque. Puis après, il se dit, bon, ça suffit maintenant, il veut aller plus loin. Mais la lionne l'éduque, ça dure une semaine. Et pendant une semaine, le lion ne mange rien, il a la langue toujours qui sort un peu plus, et la lionne l'éduque. Elle lui apprend à tenir compte d'elle. C'est passionnant. Et quand le lion sait lui gratter là, lui faire ci, lui faire ça, bien la préparer, après une semaine de préliminaire, là seulement, il passe à l'acte sexuel. Fantastique. Donc, c'est ça l'éducation. C'est d'apprendre à éduquer l'autre pour tenir compte de nos besoins, que ce soit en sexualité, que ce soit dans d'autres domaines. Mais c'est vraiment passionnant. Le couple, c'est l'endroit idéal pour apprendre l'un de l'autre. Oui. Enseigner l'un à l'autre comment fonctionner. Mais ce n'est pas si simple pour autant, pour en revenir à l'exemple de tout à l'heure du frère ou de l'enfant, comme j'ai énuméré. Parce que la délicatesse, c'est aussi de parvenir soi-même à avoir une image précise de ce qu'on voudrait que l'autre joue. Or, malheureusement, certaines images ne sont pas permises par la société et d'autres sont considérées tabous par la famille. Donc, on a des besoins que l'on ne saura pas verbaliser, que l'on ne conscientise pas, et en même temps, on attend de l'autre qu'il nous honore, qu'il nous nourrit dans ces besoins-là. Là, Tal, quand il disait, je lui dis, j'aimerais bien un frère. Mais en fait, nous, on était 3 filles en aîné dans une famille, et ce n'est que le 4e qui est un garçon. Et ce 4e, en plus, a été assassiné à Madagascar à l'âge de 32 ans. Donc, je sais que j'avais besoin d'un frère, mais je n'ai pas d'image précise de ce que je voudrais que ce frère joue pour moi, tout en attendant de l'autre qu'il joue donc, c'est très, très, très délicat parce qu'il a fallu qu'il joue lui aussi et que moi j'ai dit, pas comme ça. Ou qu'il joue et que moi j'ai dit, c'est peut-être un peu trop fort. Et le résultat, pour en revenir au couple, c'est que quand une facette est nourrie, elle ne sabote pas la vie de couple. Oui. Et quand une ou plusieurs facettes ne sont pas nourries, elles vont saboter notre propre vie de couple. Et il n'y a pas besoin de l'extérieur pour la démolir. C'est vrai.
vraiment, je peux une question. C'est vraiment hyper intéressant. En fait, moi, je ressens beaucoup le processus dynamique en fait de la vie de couple. Et là, en fait, avec ce que tu viens de dire, Joanne, c'est cette question justement de besoin. C'est une question que je me pose souvent, c'est-à-dire que effectivement, l'autre a besoin d'être nourri dans certains besoins, etc. Et en même temps, moi, est-ce que j'ai la capacité tout le temps de pouvoir jouer ce rôle-là ou pas? Dans quelle mesure pas? Alors, j'ai l'impression que finalement, on a une capacité de malléabilité presque incommensurable, mais moi, je peux aussi, ou l'autre, enfin, un des membres du couple peut aussi dire, ben, je n'ai pas la capacité de pouvoir nourrir en fait ton besoin, et néanmoins, il a besoin d'être nourri, et néanmoins, on souhaite que le couple continue à fonctionner. Alors, comment faire quand un des deux ne peut pas nourrir en fait le besoin de l'autre, avec le désir de continuer ce couple et de pouvoir aussi, enfin, voilà, le formuler. Il y a deux éléments. Il y a des éléments où si l'autre, par exemple, vraiment ne peut pas jouer le rôle d'un thérapeute, des fois, il faut aller chercher un thérapeute à l'extérieur. Oui, c'est ça. Pas hésiter. Oui. Si vraiment, si je veux apprendre le ski et que Joanne ne sait pas skier, ben, je vais trouver un professeur de ski. Ça, c'est l'évidence. Mais la clé, c'est de le faire d'une manière qui ne détruise pas l'énergie du couple. Parce que si évidemment je vais qu'un thérapeute et que je tombe amoureux de la thérapeute, ça va me poser des problèmes dans le couple. Donc on va devoir à tout moment réajuster les énergies et l'idéal, c'est que ce que l'un découvre, dès qu'il l'a un peu acquis, il puisse le partager et l'enseigner à l'autre. C'est comme ça qu'on avance. Donc, si moi je découvre les joies du ski, par exemple tout seul au début parce que je n'ai pas envie d'en faire, c'est qu'à un moment donné, je puis dire, waouh, c'est génial, je vais pouvoir partager et on va pouvoir faire ensemble. Donc, la clé, c'est que ce que l'un acquiert, il ne le garde pas pour lui tout seul, en quelque sorte, mais qu'il puisse ensuite l'apporter à l'autre. C'est ça qui est passionnant. Moi, je vois ça dans notre couple. Quand j'ai connu Joanne, j'avais des côtés très macho, je dirais. Bon. Et j'ai beaucoup appris de Joanne qui a éveillé ma sensibilité féminine. C'est-à-dire qu'elle me montrait que j'avais des comportements, par exemple, où je ne savais pas tenir compte de quelqu'un d'autre. Je partais dans mes trucs, je commençais à raconter mes histoires, et puis elle me disait, mais tu ne tiens pas compte que je suis là. Ah! Donc, elle m'a vraiment ouvert à la dimension de pouvoir en même temps m'épanouir, mais sans la brimer et sans la casser. Et c'est une chose qu'on a beaucoup vécu comme enseignant. Parce que vous voyez, comme enseignant, on touche des gens, mais il y a toujours des gens qui vont plus vers l'un que vers l'autre. Alors, si quelqu'un arrive vers Jean en disant, toi, Joanne, qui est une grande chamane, puis moi que je suis à côté, je me sens éjecté. Parce que les gens savent, la plupart des gens ne savent pas tenir compte. Ils prennent ou parti pour papa ou pour maman, d'après leur éducation. Il y a très peu de gens qui savent parler à deux personnes en tenant compte. Pareil pour la naturopathie. Pareil pour tout. Si quelqu'un vient vers moi en disant, ah, Tal, toi qui es médecin naturopathe, il commence à me parler, et Jean à côté, il l'exclut. Alors que s'il disait, vous qui êtes naturopathe, pouvez-vous m'aider? Là, il tiendrait compte du couple. Et ça, c'est le côté passionnant qu'on a dû beaucoup travailler, c'est de ne pas laisser les gens nous mettre en division. Ben oui. Il y a toujours des gens. Oui, ça part. Et puis d'autant que là, vous êtes aussi en plus, vous êtes un couple, mais en même temps, vous œuvrez aussi beaucoup. Et donc, vous donnez beaucoup avec, en étant en couple. Donc, forcément, vous êtes sujet au retour, comme tu dis, aux projections aussi, des autres. Mais du coup, quand je vous entends parler, c'est vraiment ça. Tu vois ce que vous disiez au début, l'importance de ce couple intérieur d'abord nourri, parce qu'en fait, tous ces jeux de rôle, en fait, finalement, c'est ça, cette conscience de développer tous ces jeux de rôle que nous avons, toutes ces facettes, finalement, pour ne pas être dans une surattente que l'autre, finalement, aussi remplisse ça. Je pense que c'est possible, en tout cas, vraiment, quand déjà notre base intérieure, notre couple intérieur, est vraiment bien nourri et qu'on on sache aussi trouver ressources, comme tu disais, Tal, à l'extérieur aussi, pour se permettre d'être autonome, en tout cas au maximum, en fait. Oui, et à la question de Mourad, et en complément de ce que Tal a dit, je sais que dans nos stages et formations, on présente bien ces personnages et on fait faire des exercices pour permettre aux gens de les identifier. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est d'être toujours dans des contrats clairs. Je suis dans mon enfant. Qui est en toi? Est-ce que tu es disponible? C'est pas je suis dans mon enfant, tu dois être là et j'exige que tu sois mon papa. Donc, on négocie
je vois que tu es dans ton enfant. Moi, pour l'instant, je suis dans mon homme d'affaires ou mon enseignant. Je n'ai pas de disponibilité pour toi parce que si je m'occupe de toi, je serai malheureux et j'aurai les impôts qui me tombent dessus. Est-ce qu'on peut remettre ça? Comme à un enfant, finalement. Voilà. Oui, avec un enfant à qui on dit, ben là, on n'est pas disponible maintenant. Et, nous sommes toujours des enfants, même adultes, parce que certaines de nos facettes peuvent être au stade d'enfant, alors que d'autres peuvent dépasser même l'âge de nos corps physiques, si on peut inclure les vies passées. Si on peut inclure, je ne dis pas tout le monde, c'est obligatoire d'aller dans ce sens. Donc, la difficulté, en fait, c'est les émotions de ces personnages. Si moi, j'arrive avec mon enfant, mais que je n'assume pas officiellement que c'est un enfant, je n'ai pas envie d'annoncer la couleur. Je veux juste l'imposer. Si j'ai un problème avec ma mère en tant qu'enfant de ma mère, et que ça me fait des émotions comme ça, et j'ai absolument envie de lui en parler tout de suite, ce sont les émotions qui empoisonnent nos personnages. Donc, nous devons aussi apprendre à gérer nos émotions pour y voir clair dans nos personnages et pour pouvoir faire des propositions sans nous vexer si ce n'est pas le moment pour l'autre. Donc, ça, pour moi, c'est capital parce que pour nous, nos disputes à l'époque, et même que ce n'est pas fini parce qu'on n'est pas réalisé, vient toujours de ça. C'est que l'un arrive, mais sans vraiment regarder dans quoi est l'autre. Et on reçoit quelque chose qui ressemble à un viol, qui est de la domination pure, que ce soit de moi ou que ce soit de Tal. Et en plus, on nous a enseigné à ne pas envoyer balader l'autre, mais... Non, mais quand tu parles, c'est vrai que ça fait le tableau, se dire, mais c'est n'importe quoi, quoi. Donc, on nous a aussi enseigné à nous sentir coupables. Et quand même, comme l'autre, c'est ton amoureux, ton amoureuse quand même. Mais s'il a de la difficulté, mais tu devrais quand même être là pour le recevoir. Donc, tout le temps, comme tu as dit, Mourad, c'est le tout le temps qui est le poison. Si on n'est pas disponible, on devrait pouvoir le dire, mais avec beaucoup d'amour et de respect. Je t'aime en tant que mari. Je veux bien t'entendre, mais là, je ne suis que le fils de ma mère. Excuse-moi, je n'ai ni l'énergie, ni le temps, et j'ai même du mal à gérer ma mère. C'est même moi qui ai besoin d'aide. Et en ce moment-là, on donne rendez-vous à ces personnages, dont les amants, parce que les amants ne sont en aucun cas prioritaires par rapport à d'autres facettes dans nos existences. Ils sont prioritaires dans la chambre, quand ils se retrouvent. Et si quelqu'un amène même un problème autre dans la chambre, on devrait pouvoir conscientiser en disant « Excuse-moi, c'est pas ce personnage qui est invité. » Ici. Tu peux laisser le personnage là-bas et là, l'amant est mort, bien. Sinon, on va dehors. Oui, non, mais sans être sec pour autant. Parce qu'en fait, il y a des situations adéquates par personnage. Si tu as envie de voir l'autre dans son enseignant, va dans le bureau. Si tu as envie de voir l'autre comme thérapeute, mène-le dans la salle de thérapie. Si tu as envie de voir l'autre dans l'aventurier pour parler de vacances, allez dans le jardin. Mais oui. Et en tout cas, pas dans la chambre à coucher. C'est très important. Et d'ailleurs, on le fait même intuitivement avec les enfants. Quand les enfants entrent dans la chambre en nous violant, on sait qu'on les aime. On dit, non chérie, papa et maman ont besoin de rester seuls. Et si on le dit avec respect, avec beaucoup d'amour, en fait, l'enfant nous comprend. Mais si on le dit avec émotion, non, je te dis, c'est pas ici. Non, là, c'est papa et maman. Mais l'enfant, du coup, panique et va doubler la dose de la demande.
parce qu'on n'a pas su tout simplement l'entendre et on n'a pas su assumer de présenter ses besoins à l'enfant. On a beaucoup de tabous, notamment par exemple un couple qui a l'intention de faire l'amour dans la chambre. Il y a encore beaucoup de couples, dès qu'un enfant arrive, ils ne disent pas la vérité parce qu'ils ne savent pas le dire et ça fait partie encore des tabous. Donc on va mentir à l'enfant, mais ça rend l'enfant rebelle parce que c'est comme si on le prenait pour un idiot. Je crois qu'il y a manière de... Et ça le préparera à savoir vivre aussi une vie de couple dans le futur. Exactement. Merci. Oui, pardon, Tal. Juste un point qui est important à dire par rapport à ça, c'est que tous les conflits viennent de ce qu'on va vers l'autre avec une charge émotionnelle. Et hop, c'est le ping-pong démarre. Donc, une des grandes choses à apprendre, c'est de pouvoir, si on a une émotion intense, colère, peur ou tristesse, d'apprendre à la lâcher de son côté. Et puis ensuite, on peut parler à l'autre, on peut dire, tu vois, tout à l'heure, j'étais très en colère quand tu as fait ça, j'ai lâché ma colère, est-ce que je peux t'en parler? Mais comme j'ai lâché ma colère, l'autre est intéressé. Mais si j'arrive avec ma colère, ça y est, je suis dans le conflit. Et ça, c'est très intéressant. Alors, il y a des choses qu'il faut faire chacun de son côté, et puis des fois, on peut le faire dans le couple. Et par exemple, nous, on a une technique qui s'appelle le charabia, qui font maintenant dans beaucoup d'entreprises américaines. C'est quand il y a un conflit entre deux personnes, parce que le couple, ce n'est pas comme les femmes, ça peut être... Bon. Et donc, quand il y a un conflit, au lieu de se disputer, ils disent, écoute, je suis en colère parce que peu importe pourquoi, est-ce que tu veux bien m'aider à lâcher cette colère? Parce que si je l'exprime sur toi, ça va être le conflit. Et alors, ils vont dans une pièce insonorisée, ils font l'exercice du charabia, qui est merveilleux pour les couples. Ils se mettent l'un en face de l'autre, et là, chacun va oser sortir sa colère avec des cris, des gestes, mais bien sûr à distance, sans taper l'autre. L'idée, c'est qu'on va s'encourager à lâcher la colère. Et une fois qu'on a fait ça quelques instants, le charabia, c'est parce qu'on n'utilise pas les mots. Parce que les mots immobilisent le corps. Alors, on va faire des sons, des onomatopées. Et à ce moment-là, en quelques instants, on libère la colère et ensuite, on peut se parler tranquillement. C'est une technique formidable. J'adore. Moi, je fais beaucoup ça. Alors, pas du coup, je ne pensais pas forcément le faire avec quelqu'un. Mais seul, c'est quelque chose que je peux faire. Moi, quand je me sens en colère, je vais dehors, dans les toilettes, dans une pièce, où, et du coup, je vais tout mon corps, je mets en mouvement, je fais du charabia, et après, ça libère. Il peut arriver que l'autre ne veuille pas le faire. Si vous dites à l'autre un peu de charabia, non, il ne veut pas, alors à ce moment-là, vous le faites tout seul dans votre coin, mais quand vous le faites, chose curieuse, ça fait du bien à l'autre, même à distance. Carrément. Parce que vous libérez l'énergie émotionnelle, la vôtre et celle de l'autre. Merci beaucoup, en tout cas, Joanne et Tal. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors moi, si j'avais un mot de la fin, un conseil. C'est ce que j'allais justement demander. Un outil, une astuce. Tu nous demandes, en tout cas, quel mot de la fin, ou peut-être pour justement la communauté que vous aimeriez offrir pour justement soutenir l'épanouissement en fait, au sein du couple. L'épanouissement et l'harmonie du couple, tout à fait. Moi, mon souhait, c'est que je pense qu'on aurait vraiment besoin d'écoles pour apprendre aux gens à vivre à deux. Parce qu'un des drames dans notre société, c'est qu'on apprend des tas de choses intellectuellement, on apprend des hommes d'affaires, on apprend à travailler, mais on n'apprend pas l'harmonie entre deux personnes. Et comme on ne sait pas s'harmoniser quelqu'un d'autre, que ce soit entre l'homme et la femme ou que ce soit avec deux personnes, parce qu'on forme un couple chaque fois qu'on parle à quelqu'un, mais travailler sur cette relation d'apprendre aux gens à gérer leurs émotions, à gérer le contact avec les autres, c'est vraiment des écoles qui manquent dans notre société et ça vaut la peine de pouvoir en créer. Merci l'école beaucoup. Du couple. L'école du couple, l'école de la relation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joanne, si vous voulez aussi partager quelque chose. Oui, avec mon expérience personnelle, parce que je suis à mon deuxième mariage, comme Tal, et qu'on a beaucoup de personnes vraiment qui nous appellent, qui demandent de l'aide. Et actuellement, en plus, c'est presque, la violence est montée presque à 60% dans les vies de couple avec ces confinements et tout ça. Mon conseil, c'est que le couple, qu'importe l'année de couple qu'on a, mais tant qu'on est ensemble, c'est de se donner du temps pour sortir de la maison et permettre à nos côtés couples de se rencontrer. Que ça soit seulement pour parler de ses rêves ou que ça soit pour aller dans un hôtel plutôt que de rester à la maison.
Je trouve qu'on est radin à force de vivre dans des privations. Aller à l'hôtel, pour beaucoup de gens, c'est réservé aux vacances parce que ça fait trop de dépenses. De même prendre comment on dit, une garde d'enfants, un babysitter, très peu de couples se rendent compte que ça vaut la peine de payer 40 €, quitte à ce qu'on soit seul au resto, qu'on soit seul en train de marcher. Mais c'est vraiment fondamental de donner du temps et de l'espace à nos amants et amantes pour qu'ils puissent se connaître mieux, se rencontrer et se parler. Et si à ces moments-là, d'autres facettes de nouveau interviennent, on va leur dire non. Ce n'est pas que c'est non définitif. On va aussi leur donner leurs espaces, mais on ne va plus permettre à n'importe quelle facette d'intervenir en tirant, en se considérant comme des priorités à des endroits et à des moments où ils ne doivent pas, où elles ne doivent pas l'être. Et donc, j'espère d'ailleurs que mon mari m'amène. Écoute ça. C'est une invitation, une proposition. À l'hôtel. C'est ça. Un week-end, je ne sais pas. Le beau mot de la fin, l'hôtel. Je vais aller dans un camping. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ça, et que ce soit au sein du couple, qu'on soit même, j'ai envie de dire, même, voilà, enfin, quand tu parlais, voilà, en tant que, au sein du couple, mais aussi, enfin, là, les coups que ça me faisait, je fais juste une parenthèse à ça, mais aussi quand on est parent solo ou des choses comme ça, de s'autoriser, en fait, des fois, ces moments-là, parce que des fois, on se dit, oh, mais ça va nous coûter cher et tout ça, mais ça donne tellement en énergie, et ça vient tellement épanouir le reste de la famille, enfin, les enfants, et c'est vrai que que c'est essentiel. Quoi. Et c'est vrai que le fait de passer ne serait-ce qu'un week-end dans un Airbnb, peut-être même à 200 km d'ici, en fait, renouveler. Voilà, ça rafraîchit, ça renouvelle, ça ravive. On part 24 heures, on a l'impression d'être parti Ouais, une semaine. exactement. Ouais. Non, Et sans enfants. Et c'est sans, ça, sans enfants. Oui, sans enfants. Que de l'amour. Il y a des fois, des gens, ils mettent en priorité leur chat que leur couple, ou leur chien que leur couple. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que c'est quand même un choix, que c'est spécial. Si c'est un rendez-vous, on doit l'assumer. Parce que sinon, on attend, et quand ça se casse trop la figure, que c'est descendu trop bas, c'est difficile de faire remonter la pente. Donc, entretenez la vie de couple comme on entretient un jardin. Merci beaucoup pour ce beau mot de la fin. Ouais. Et du coup, merci beaucoup pour tous vos conseils précieux et votre expérience qui est vraiment précieuse et qui, on en est certain, va pouvoir sourcer, ressourcer et inspirer beaucoup de personnes de la communauté, beaucoup de couples. Merci beaucoup, Tal et Joanne. Ouais, merci à tous les deux, Tal et Joanne. Merci à vous deux aussi, parce que votre couple aussi est un modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.